Cette femme, juste là, dit qu'elle ne se souvient pas avoir tué son petit ami et elle a donc décidé qu'elle n'irait pas en prison. Si vous pensez que c'est insensé, une femme est devenue tellement furieuse qu'elle ne s'est pas contentée d'argumenter. Elle s'en est prise au juge. Une autre a décidé que son avocat était l'ennemi et a déversé toutes ses frustrations sur lui. Et puis, il y a celle qui a dû être physiquement empêchée de se faire du mal. Dans cette vidéo, nous examinerons quelques réactions exagérées de femmes au tribunal. Vous rirez, vous serez surpris et vous secourez peut-être la tête en signe d'incrédulité. Entrons dans le vif du sujet. Deborah Cave. Le 30 juillet 2015, lors de l'audience de détermination de la peine de James Holmes, le tireur du théâtre d'Aurora, une femme de 45 ans, Deborah Cave, a interrompu le réquisitoire du procureur du comté d'Arapahoe, George Brauchler. Holmes avait été condamné au début du mois pour avoir tué 12 personnes et en avoir blessé 70 autres lors de la fusillade de 2012. M. Cave plaidait pour que M. Holmes ne soit pas condamné à la peine de mort. Au cours de sa crise, Mme Cave a sauté sur les parents de M. Holmes en criant. Elle a été plaquée par 5 adjoints environ 15 minutes après le début de la déclaration de Brauchler et a été évacuée de force de la salle d'audience. Dans le couloir, elle a continué à crier. Plus tard dans la journée, lors de son audience pour outrage au tribunal, Mme Cave a déclaré avoir envoyé des photos et des lettres à M. Holmes qui lui ont été renvoyées par le tribunal. Elle a également affirmé qu'elle avait essayé de déposer une requête en 2013 pour s'exprimer devant le tribunal, mais que celle-ci avait été rejetée. Cette requête, appelée Amicus Curiae, est destinée aux personnes qui ne sont pas directement impliquées dans une affaire et qui estiment avoir des informations utiles à offrir. Le juge du tribunal de district Carlos Samour Jr. a décidé que Cave serait tenue pour coupable d'outrage direct. Outre l'accusation d'outrage au tribunal, Mme Cave devait répondre de 4 autres chefs d'accusation. Agression au 3e degré, comportement illégal sur une propriété publique, obstruction aux opérations gouvernementales et obstruction à un agent de la paix. Elle a également été accusée de délit d'agression pour s'être battue avec des adjoints. Le juge Samour lui a ordonné de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et a fixé sa caution à 5 000 $. Contrairement à Cave, la femme suivante a canalisé sa colère directement contre son avocat. Taylor Shabusness. Taylor Shabusness a été reconnue coupable d'avoir tué et démembré son ex-petit ami, Chad Tyrion, en février 2022. Elle avait d'abord plaidé non coupable, invoquant la défense de la maladie mentale, mais le jury a décidé qu'elle n'était pas atteinte de maladie mentale au moment des faits. Le meurtre a eu lieu dans le sous-sol de la maison de la mère de Tyrion, à Green Bay, dans le Wisconsin. Shabusness et Tyrion avaient fumé de la méthamphétamine avant qu'elle ne l'étrangle, puis décapite et démembre son corps en laissant des morceaux dans la maison et dans un véhicule. Shabusness a été arrêté le 23 février 2022, après que la mère de Tyrion a trouvé la tête de son fils dans un seau dans leur sous-sol et a appelé la police. Lors de son procès le 14 février 2023, Shabusness a attaqué son avocat, Quinn Jolie, au tribunal après qu'il ait demandé de retarder le procès afin d'évaluer son aptitude mentale. Un agent du shérif du comté de Brown a rapidement mis fin à l'attaque et personne n'a été sérieusement blessé. À la suite de cet incident, Jolie a demandé à se retirer de l'affaire et a été remplacé par Christopher Froelich. En septembre 2023, Shabusness a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La femme suivante s'est retrouvée au tribunal pour violence domestique à l'encontre de son ex-mari. Elle a fait la une des journaux lorsque, au lieu de se défendre, elle s'en est prise au juge. Melissa Hardwick. Le 15 juillet 2011, Melissa Hardwick a comparu devant un tribunal du comté de Wayne, dans le Kentucky, pour répondre à une plainte pour violence domestique déposée par son ex-mari. L'audience a pris une tournure surprenante lorsque la juge, Jennifer Edwards, a condamné Mme Hardwick à 10 jours de prison pour outrage à magistrat, après avoir perturbé la procédure. Quelques instants plus tard, Hardwick s'était lancé vers la juge, semblant vouloir l'attraper. Les images montrent le mari de Mme Hardwick expliquant pourquoi il a déposé la plainte, tandis que Mme Hardwick l'interrompt à plusieurs reprises. Malgré l'avertissement du juge d'arrêter, Hardwick continue, ce qui a conduit à l'accusation d'outrage. 3 agents de sécurité ont maîtrisé Mme Hardwick au cours de l'incident, lui laissant des égratignures au visage, tandis que M. Edwards s'en est sorti indemne. Mme Hardwick a été condamnée à une peine de 120 jours de prison pour outrage au tribunal. Elle a également été inculpée de menaces terroristes au 3e degré, d'intimidation d'un participant légal et de résistance à l'arrestation. Sa caution a été fixée à 25 000 $. À la suite de l'incident, le juge Edwards a décidé que l'ordonnance pour violence domestique déposée par le mari de Mme Hardwick resterait en vigueur. La femme suivante a attaqué 2 officiers et a choisi de perturber son audience en ignorant complètement le juge.
Nina Mills. Nina Mills, 35 ans, originaire de l'Ohio, a été accusée d'avoir agressé des policiers et d'avoir résisté à l'arrestation. Elle est accusée d'avoir griffé le visage d'un agent et d'avoir tenté de lui arracher un œil. Lors de sa comparution devant le tribunal qui s'est déroulé par vidéo depuis la prison du comté de Belmont, Mills a eu un comportement étrange. Elle était assise, affaissée et sans réaction, ignorant les questions du juge. Lorsque le juge a demandé « Mademoiselle Mills, savez-vous ce qui se passe ?» Elle n'a pas répondu et n'a pas bougé. Les adjoints ont signalé au juge que Mills s'était montré agressif envers les agents, qu'il avait refusé de coopérer et qu'il était généralement difficile à vivre. Pour cette raison, le juge a reporté l'audience à la semaine suivante, estimant qu'elle ne pouvait avoir lieu dans les conditions actuelles. Mills était en prison depuis 2 jours et portait encore ses vêtements de ville, ce qui est inhabituel puisque les détenus revêtent généralement l'uniforme de la prison au moment de leur incarcération. Les adjoints n'ont pas soupçonné qu'elle était sous l'influence de drogue ou d'alcool. Elle a été arrêtée à Bel-Air pour avoir prétendument agressé 2 policiers, frappant l'un et griffant le visage de l'autre. La libération sous caution lui a été refusée. La femme suivante a été condamnée à une peine d'emprisonnement parce qu'elle s'est moquée des victimes lors d'une audience du tribunal. Donna Kozal. Le 23 février 2017, Donna Kozal a assisté à une audience dans le comté de Wayne, dans le Michigan, où sa fille, Amanda Kozal, était condamnée pour avoir provoqué un accident de la route en état d'ébriété. L'accident a tué Jerome Zirker, 31 ans, et a gravement blessé sa fiancée, Brittany Johnson. Au cours de l'audience, la juge Kiana Lillard a remarqué que Donna Kozal et son petit ami riaient et parlaient pendant que la famille de la victime s'exprimait. La juge leur a demandé de quitter la salle d'audience. Cependant, des cris provenant du couloir ont encore plus perturbé les débats. Le juge Lillard a fait arrêter Donna Kozal et l'a accusée d'outrage criminel après son emportement au tribunal, la condamnant à 93 jours de prison. Le lendemain, Donna, en larmes, s'est excusée, expliquant qu'elle était stressée et qu'elle avait des crises de panique. Touchée par ses excuses, le juge Lillard a réduit sa peine autant qu'elle avait déjà purgé, en déclarant « Vous devez comprendre qu'aussi difficile que cela soit pour vous de voir votre bébé aller en prison, imaginez ce que ressent cette famille lorsque son enfant est mort. J'espère que vous avez tiré une bonne leçon de cette histoire. » Amanda Kozal, responsable de l'accident mortel, a été condamnée à une peine de 3 à 15 ans de prison. L'article suivant concerne une adolescente qui a choqué la salle d'audience en chargeant l'assassin de son père. Tashia Campbell. Tashia Campbell, 15 ans, a provoqué une scène dramatique dans un tribunal de Géorgie lorsqu'elle a affronté Tevin Merriweather, l'homme accusé d'avoir tué son père, Myron Pierce. Dès qu'elle l'a vu, elle a crié et tenté de se jeter sur lui. Les policiers l'ont rapidement maîtrisé et l'ont escorté hors de la salle d'audience. Tevin Merriweather, 25 ans, a été inculpé du meurtre de Myron Pierce, 34 ans. L'incident s'est produit dans une station-service, où Pierce a accusé Merriweather de l'avoir escroqué et a commencé à le frapper. En réponse, Merriweather a tiré plus de 20 coups de feu, touchant Pierce à plusieurs reprises à la poitrine et aux côtés. Pierce a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu. Après l'audience, les journalistes ont parlé à une adolescente qui leur a dit à quel point son père lui manquait. La femme suivante a assassiné son ex-petite amie et prétend qu'elle n'ira pas en prison parce qu'elle ne se souvient pas de l'avoir fait. Vegas Bray. En octobre 2012, Vegas Bray a abattu son ex-petit ami, Victor Saucedo, à Imperial Beach, en Californie. Les 2 hommes s'étaient rencontrés alors qu'ils servaient dans la marine et étaient sortis ensemble pendant plusieurs mois avant de rompre à la fin de l'année 2011. La rupture s'est produite parce que Bray était jalouse de la relation de Saucedo avec la mère de son enfant, mais elle a continué à le poursuivre après leur séparation. Bray a vandalisé la voiture et l'appartement de Saucedo à plusieurs reprises, notamment en crevant ses pneus, en badigeonnant sa porte de beurre de cacahuète et en le retrouvant après qu'il a déménagé dans un nouvel appartement. La veille de la fusillade, ils ont eu un bref contact, mais Saucedo a dit à Bray qu'il n'était pas intéressé par la relation à long terme qu'elle souhaitait. Se sentant rejeté, Bray a quitté son appartement le lendemain matin, mais est revenu dans l'après-midi avec un revolver et lui a tiré dessus à 9 reprises. Après la fusillade, Bray a appelé le 911 et a prétendu que Saucedo s'était suicidé. Le procès de Mme Bray a été retardé en raison d'une évaluation mentale ordonnée par le tribunal à la suite d'un accès de colère en 2013. En 2014, elle a été déclarée mentalement apte à être jugée. Au cours du procès, la défense de Mme Bray a fait valoir qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'autres problèmes de santé mentale, ce qui l'avait conduite à agir dans un état de conscience altéré le jour de la fusillade. Un psychiatre a témoigné qu'elle était dans un état dissociatif et automatique, fonctionnant en pilote automatique, sous l'emprise de la colère,
incapable de contrôler pleinement ses actes. Bray était accusé de meurtre au premier degré et d'utilisation d'une arme à feu en vertu de la loi californienne. Le 2 novembre 2015, un jury l'a déclarée coupable de meurtre au premier degré et a jugé qu'elle avait utilisé intentionnellement une arme à feu pour causer la mort. Le 8 janvier 2016, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 50 ans à la perpétuité. Au cours de son procès dans une salle d'audience de South Bay, Mme Bray a eu un accès d'émotion, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable d'actions dont elle ne se souvenait pas et niant toute implication dans un meurtre qui, selon elle, n'a jamais eu lieu. Son avocat a expliqué qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle ne se souvenait pas des événements. Des témoins, dont le frère de Bray, ont témoigné. Il a raconté avoir reçu 2 appels de Bray le jour de son arrestation. Dans l'un des appels, elle a exprimé son amour pour lui, et dans l'autre, elle a admis avoir tiré sur Saucedo et a mentionné des pensées suicidaires. Après cet incident, l'avocat de Bray a demandé la suspension de l'audience. La femme suivante a protesté contre son audition en essayant de se blesser et en luttant contre les auxiliaires de justice. Olivia Lara. Olivia Lara, 38 ans, a été inculpée de trafic sexuel d'enfants et a comparu devant le tribunal de Fall River pour répondre de ses accusations. Au cours de l'audience, Lara s'est emportée, se frappant la tête contre le mur. Elle est accusée d'avoir rencontré des hommes dans un bar de Fall River et de leur avoir demandé d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Un homme de Fall River, Feliciano Ramirez, a également été accusé de viol d'enfants et de relations sexuelles tarifées. Lara a été inculpée de 3 chefs d'accusation pour trafic de personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de servitude sexuelle et de 3 chefs d'accusation pour avoir tiré un soutien d'un mineur prostitué. Elle et Ramirez ont plaidé non coupables lors de la mise en accusation. Et la caution a été fixée à 100 000 $ en espèces pour Lara et à 25 000 $ en espèces pour Ramirez. Elle a plaidé coupable d'avoir tiré un soutien de la prostitution, un délit moins grave, et a été condamnée aux 3 années qu'elle avait déjà passées en prison, pendant que son affaire était en cours, avant d'être mise en liberté surveillée. L'enquête sur Lara et Ramirez a débuté en décembre 2013, lorsque la police a identifié que Lara, plusieurs victimes mineures et des clients masculins adultes auraient été impliqués dans un projet de traite des êtres humains. La police pense que Lara rencontrait des clients adultes de sexe masculin dans un bar de Fall River et s'arrangeait pour qu'ils aient des relations sexuelles contre rémunération avec les victimes mineures. Ramirez était l'un des clients masculins qui s'est livré à des actes sexuels avec l'une des victimes mineures dans son véhicule en échange d'un paiement. La femme suivante a tenté d'assassiner le mari dont elle était séparée et s'est effondrée après que le tribunal l'a déclarée coupable. Deanna Lovejoy. Le 13 novembre 2017, Deanna Lovejoy a été reconnue coupable d'avoir comploté pour tuer son mari, Greg Mulvihill, dans le cadre d'un projet de meurtre pour le compte d'autrui qui a échoué. Elle a été accusée de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre. Madame Lovejoy et son instructeur de tir, Weldon McDavid Jr., ont été jugés séparément pour leur rôle dans le crime. Madame Lovejoy n'a pas témoigné au cours de son procès. Au moment de l'incident, Lovejoy et Mulvihill vivaient un divorce houleux. Ils avaient convenu de partager la garde de leur fils et Lovejoy avait été condamné à verser 120 000 $ à Mulvihill. Avant l'attaque, Madame Lovejoy a demandé à sa tante, Diana Clark, si elle connaissait quelqu'un qui pourrait effrayer ou tuer son mari. Clark a répondu par la négative. Lovejoy a rencontré McDavid en 2015 dans un stand de tir où il travaillait. Ils ont entamé une relation sexuelle et ont finalement planifié que McDavid attire Mulvihill dans une région éloignée et le tue. Lovejoy a accepté de payer à McDavid 1 000 $ d'avance et 1 000 $ supplémentaires après le meurtre. Le 1er septembre 2016, McDavid a appelé Mulvihill et l'a incité à se rendre dans un endroit isolé. Des coups de feu ont été tirés et Mulvihill a été blessé. McDavid a réussi à s'échapper. Lovejoy a été condamné à une peine de 26 ans à perpétuité. Lors du verdict de culpabilité, Lovejoy s'est effondré dans la salle d'audience et a dû être évacué sur une civière. L'entrée suivante concernait une adolescente lorsqu'elle a été condamnée pour vol de voiture. Cependant, c'est sa réaction et celle de sa mère qui ont fait les gros titres. Keandrea Cook. Keandrea Cook était une adolescente lorsqu'elle a été condamnée pour sa participation à un carjacking en mars 2017. Elle avait été le visage d'un faux profil sur l'application Meet Me, qui a été utilisé pour attirer Perry Nida de Palm Coast à South Daytona dans l'intention de le voler. Nida a amené son ami, Emmanuel Manny Purcell, qui a été abattu et grièvement blessé par le petit ami et complice de Cook, Kendrick Bass. 2 jours plus tard, Cook et Bass ont commis un autre vol de voiture, selon la police. À l'époque, Cook était étudiante au lycée Mainland. Elle s'attendait à bénéficier d'une mise à l'épreuve lors de la détermination de sa peine,
car son avocat lui avait dit que c'était probable. Cependant, le juge Matt Foxman l'a condamné à 20 ans de prison, ce qui a donné lieu à une vidéo virale de sa réaction émotionnelle. Elle a fondu en larmes tandis que sa mère se lamentait dans la salle d'audience. Après la condamnation, 2 nouveaux avocats, Stephen Robinson et Kelvin Daniels, ont pris en charge son dossier gratuitement. En août 2017, Cook a été autorisée à retirer son plaidoyer parce qu'elle s'attendait à une mise à l'épreuve sur la base des conseils de son avocat. En 2018, Cook a plaidé non coupable et a été reconnu coupable d'avoir été impliqué dans un carjacking, une tentative de carjacking et des coups et blessures aggravés, tous impliquant une arme mortelle. Elle risquait la réclusion à perpétuité, mais a été condamnée à 11 ans de prison et à 20 ans de mise à l'épreuve. En 2023, à l'âge de 24 ans, Mme Cook a tenté de faire annuler sa condamnation et sa peine. Son avocat, Anthony Candela, a affirmé que ses anciens avocats n'avaient pas présenté d'éléments de preuve importants qui auraient pu réduire sa peine. Le juge a toutefois rejeté cette demande et la condamnation et la peine sont restées inchangées. La femme suivante a assassiné 2 de ses enfants et a gardé leur corps caché dans un congélateur pendant des années. Michelle Blair. Michelle Blair, 35 ans, mère de 4 enfants, a été reconnue coupable d'avoir tué 2 de ses enfants, Stephen Berry et Stony Blair, et d'avoir conservé leur corps dans un congélateur de son appartement de Détroit. L'affaire a été révélée en mars 2015, lorsque des officiers de justice, venus expulser Michelle Blair pour non-paiement de loyer, ont fait une macabre découverte. Les enfants survivants de Blair, Gabby Blair et son jeune frère, ont décrit des années de torture et d'abus aux mains de leur mère. Ils ont rappelé que l'idée que leurs frères et sœurs avaient agressé sexuellement leur plus jeune frère obsédait Madame Blair, ce qui donnait lieu à des interrogatoires musclés et à des punitions sévères. Selon Gabby, le fils cadet de Blair avait placé 2 figurines dans une position suggestive, ce qui a déclenché la réaction violente de Blair. Elle a enroulé une rallonge autour du cou de Stephen, le soulevant du sol, puis l'a emmené dans sa chambre, où elle l'a privé de nourriture, l'a asphyxié avec un sac en plastique et l'a torturé pendant plusieurs jours. Stephen est finalement mort de ses blessures et Blair a placé son corps dans le congélateur. La paranoïa et les menaces de Blair se sont intensifiées après la mort de Stephen. Elle a tourné sa rage vers sa fille de 13 ans, Stony, interrogeant son fils cadet pour savoir si Stony l'avait agressé sexuellement. Malgré ses dénégations initiales, les tactiques agressives de Blair l'ont amené à revenir sur sa déclaration, et elle a soumis Stony à des abus de plus en plus violents. Gabby a vu sa mère frapper Stony à la tempe avec un 2x4, puis l'étrangler avec un t-shirt. Le corps de Stony a également été placé dans le congélateur, au-dessus de celui de Stephen. Les enfants survivants de Blair ont été soumis à des tortures et à des abus constants. Gabby se souvient d'avoir été brûlée avec un fer à friser et battue avec une planche de bois. Elle vivait dans la crainte constante de devenir le prochain corps dans le congélateur. Madame Blair a été arrêtée le 24 mars 2015 alors qu'elle gardait des enfants dans un autre appartement. Elle a été inculpée de 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire, de torture et de meurtre avec préméditation. Au cours de son procès devant la cour d'appel du comté de Wayne, elle a eu de nombreux accès de colère et a ouvertement admis avoir tué ses enfants. Elle a reconnu être responsable de la mort de Stony et a déclaré que la mort de son fils n'était pas intentionnelle. Les enfants survivants de Blair ont été placés chez un parent et l'État a demandé la suppression des droits parentaux de leur père, en invoquant leur faible implication dans la vie des enfants et l'importance de la pension alimentaire impayée. Blair a plaidé coupable à un chef d'accusation de meurtre prémédité au 1er degré et à un chef d'accusation de meurtre avec préméditation en juin 2015. Elle purge actuellement une peine de prison à perpétuité au Huron Valley Correctional Facility à Ypsilanti, dans le Michigan, sans possibilité de libération conditionnelle. Enfin, le dernier article présente un couple qui a abusé d'un enfant en bas âge jusqu'à ce qu'il meure. Erica May Butts et Shanita Latrice Cunningham. Erica May Butts et Shanita Latrice Cunningham ont été condamnés pour la mort tragique de Serenity Richardson, âgée de 3 ans, en 2009. Serenity avait séjourné chez Butts, sa marraine, et Cunningham, la compagne de Butts, à leur domicile de Summerville, en Caroline du Sud. Pendant son séjour, ils ont brutalement battu Serenity à l'aide de ceintures et de cintres en plastique, laissant des blessures visibles sur tout le corps. Ils l'ont également punie pour avoir uriné sur le sol, la faisant tomber plusieurs fois dans la salle de bain. Lorsque la respiration de Serenity est devenue superficielle, Madame Butts a appelé sa propre mère à l'aide, sans lui expliquer ce qui s'était passé. Sa mère a appelé le 911, mais lorsque les secours sont arrivés, Serenity était déjà morte. Dans une tentative désespérée de la réanimer, ils ont placé son corps dans de la glace et l'ont exposé à de l'eau de Javel.
L'assistante du procureur, Elizabeth Gordon, a décrit les blessures de Serenity comme la preuve de semaines de torture. La juge Deidra Richardson, qui a été profondément touchée par cette affaire, a déclaré que les photos du corps meurtri de Serenity étaient parmi les plus troublantes qu'elle ait jamais vues. Butts et Cunningham ont été inculpés d'homicide par maltraitance d'enfants. Cunningham a reconnu sa culpabilité, tandis que Butts a plaidé Alford, ce qui signifie qu'elle n'a pas avoué, mais qu'elle a accepté le fait qu'un procès la déclarerait probablement coupable. Au tribunal, l'avocat de Mme Cunningham a soutenu qu'elle était moins responsable de la mort de l'enfant. De son côté, l'avocat de Butts a décrit Cunningham comme un partenaire violent et dominateur, décrivant Butts comme un être timide et soumis. Malgré ces arguments, les deux femmes ont été condamnées à la prison à vie. À l'annonce du verdict, ils ont fondu en larmes et se sont effondrés, obligeant les fonctionnaires du tribunal à les transporter hors de la salle d'audience. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.